Bonjour à tous, ou je devrais dire plutôt buongiorno. Bah oui, on va parler cyclisme en Italie, avec Milan-Turin, la plus ancienne course du calendrier cycliste, première édition en 1876 du côté de Milan-Turin, mais il y a eu pas mal d'interruptions sur cette course qui n'a pas toujours eu lieu, donc je crois qu'elle a moins d'éditions que Liège-Bastogne-Liège, qui est le plus ancien monument, qui est né 10 ans plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un super 5, ça permet de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, mettre un pouce bleu également. EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également, pour avoir du contenu différent. Même si en ce moment sur EPS 2.0 il y a toujours un épisode qui doit être écrit et qui n'a pas été écrit, mais il arrivera un jour peut-être. Non, il arrivera, hein, mais il faut qu'il soit écrit. Voilà, j'ai toute la documentation pour l'écrire, sauf que je ne l'ai pas encore écrit. Voilà, il faudrait que j'ai le temps. Entre deux courses cyclistes peut-être, pendant Milan-San Remo. Milan-Turin, plus ancienne classique pour sprinter désormais. Parce qu'avant, Milan-Turin a eu plusieurs versions. C'est vrai que désormais, c'est au printemps. Parfois c'était en fin de saison et c'est désormais pour sprinter. Parfois il y avait une petite bagarre entre sprinter et puncher de temps en temps. C'est vrai que maintenant c'est vraiment pour sprinter, et puis à une époque c'était avec les classiques de fin de saison italienne, hein. C'était pendant la semaine du Tour de Lombardie. Maintenant c'est un petit peu différent, et c'est vrai qu'au printemps je trouve que ça convient mieux à cette course là, parce que ça permet aux coureurs qui veulent faire Milan-San Remo de remettre un dossard, surtout pour ceux qui n'auraient pas fait Tirreno-Adriatico, qui n'auraient pas fait Paris-Nice. Même pour ces coureurs-là, ça permet d'éviter d'avoir 7 jours de trou, 7 jours où on cogite avant Milan-San Remo, et parfois on cogite beaucoup avant Milan-San Remo, parce que c'est quand même une course qui est très stratégique. Ça permet aussi aux sprinters de bien se caler avec leurs équipiers, Milan-Turin. Donc voilà, c'est une course qui est intéressante pour faire des kilomètres, se mettre dans le bain avant Milan-San Remo. Ça lance, on va dire, un petit peu la semaine de Milan-San Remo. Et puis ça reste une classique de qualité, je crois que c'est une 1-1, donc ça fait des points UCI. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. Alors cette année Milan-Turin, donc c'était vraiment pour sprinter, c'était tout plat dans le final. C'était pas la même arrivée que l'année dernière, c'était beaucoup plus technique. Contrairement à l'année dernière, il y avait énormément de ronds-points sur les 5 derniers kilomètres. C'était vraiment le concours du plus beau rond-point d'Italie peut-être. Et puis dans le final, il y avait quand même pas mal de virages dans le dernier kilomètre. Il y avait un virage à 900 mètres, un virage aux 300 mètres, je crois me rappeler. Donc c'était vraiment pas évident du côté de ce final du côté de Milan-Turin. Un final qui a été serré entre Gaviria et De Klein. Victoire de Klein. Pour moi, il n'a pas tassé Gaviria, parce que en fait on est légèrement en courbe. Alors la ligne droite est vraiment droite, voilà. Mais 25 mètres, 30 mètres avant, on a une légère courbe. Et on a l'impression que De Klein tasse, alors que non, il garde sa ligne. Pour moi, c'est une légère courbe, alors qui est assez fine, hein, à l'œil humain. Ça me rappelle ce qu'on avait vu une année, l'année dernière sur les 4 jours de Dunkerque. Il y avait une étape un petit peu comme ça. Je ne sais plus si c'était pas la première étape où il y avait une courbe. On a l'impression comme ça que vous tassez, alors que vous tassez pas forcément. C'est juste qu'il faut à un moment prendre le virage. Et en plus, les barrières n'étaient pas placé, enfin il y avait des petites vagues sur les barrières. Alors, je ne sais pas si c'était dû à cause du trottoir qui n'était pas droit, ou si c'était une erreur de l'organisateur, mais c'était pas parallèle forcément, enfin comment dire, c'était pas droit. Des fois vous aviez une petite bosse sur la barrière, donc ce qui renforce également ce côté là de je tasse mon adversaire alors que pas vraiment. Et en plus c'est une légère courbe, vraiment 30-35 mètres avant la ligne d'arrivée, donc on a l'impression comme ça qu'il tasse Gaviria. Pour moi il n'a pas tassé Gaviria. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Parmi les coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Arvin De Klein. Très belle victoire, première victoire de la Tudor Pro Cycling, qui a gagné avant Q36.5. Bah non, c'était Q36.5 qui avait gagné avant avec Moschetti. Mais c'est vrai que c'est deux équipes que je compare souvent.
Tudor, Q36.5. Moi, je trouve quand même que Tudor travaille mieux que Q36.5. Q36.5 a un collectif peut-être plus solide pour moi que la Tudor, mais la Tudor a, je dirais pas des stars, mais a des très bons coureurs, a des leaders. Decline en fait partie. Decline, il lui fallait juste une équipe autour de lui. Mais vraiment, c'est un super sprinter. Sa première année chez Newman Powerade Earth est très bonne. Et les années précédentes, c'est un sprinter qui a quand même pas mal de victoires, pas mal de top 5 surtout. Alors qu'il n'a pas forcément été dans des grosses formations jusqu'à maintenant. Et je trouvais ça faisait partie pour moi des incongruités un petit peu du monde du cyclisme. C'est-à-dire de mecs qui ne sont pas dans des formations World Tour ou Pro Team alors qu'ils ont le talent pour y être. Et qu'ils ont totalement le talent pour y être, comme Alexis Guérin par exemple, qui est resté en Continental alors que pour moi il avait le niveau pour aller dans les catégories au-dessus. Declan, c'était un petit peu la même chose à une époque pour moi. Et il a rejoint cette année Tudor qui est une belle structure et surtout Tudor a fait un super boulot dans les 5 derniers kilomètres. Ils sont placés vraiment correctement. Souvent je dis une équipe est trop tôt devant. Notamment ça a été le cas pour AG2R sur cette course là avec Vendra, mais où parfois ils sont trop tard à l'avant de la course et ils se font enfermer. Tudor, ils avaient le bon timing aujourd'hui, ils avaient vraiment le timing parfait, ils étaient placés au bon endroit également, ce qui fait qu'ils étaient à l'intérieur de la courbe à 300 mètres de l'arrivée. Et ensuite il fait un super sprint de Klein, mais il est super bien emmené en fait, c'est un très beau travail d'équipe de la part de l'équipe Tudor qui a fait vraiment du très très bon boulot autour d'Arvin de Klein. Et puis Arvin de Klein, il tourne autour, une belle victoire depuis le début de saison. L'UAE Tour, c'est le sprinter, l'un des sprinters qui était le plus en verve sur l'UAE Tour. Vraiment, il était très intéressant sur cette course-là, où il avait fait des bons résultats, même dans l'étape des bordures. Je crois qu'il finit meilleur sprinter du peloton, du deuxième peloton. Et sur d'autres étapes, il avait fait des top 3, des top 5. Donc c'était vraiment bien, on sentait qu'il était en forme. Et là, ça a poursuivi avec Milan-Turin. Voilà, il fait un très très bon début de saison. Et Tudor, c'est une équipe qu'il va falloir suivre toute la saison. Parce que je pense qu'ils sont capables de faire une bonne première saison. Et Q36.5 quand même qui a gagné avec Moschetti. Là aujourd'hui pour Moschetti ça a été plus compliqué. Je sais même pas combien il finit Moschetti aujourd'hui parce que j'ai pas vérifié. Il est pas dans le top 10 Moschetti. Ah si, il est 5ème, pardon, Moschetti. Non, je l'avais vu plus loin. Non, donc c'est plutôt pas trop mal aussi, 5ème Moschetti, surtout qu'il est pas super bien emmené. Et donc de Klein, premier. Moschetti, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que c'est un coureur qui était en manque de confiance chez Trek et qui était toujours très bien emmené chez Trek. C'est un peu mieux quand même chez Q36.5 et c'est devenu un leader aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Coureur en deuxième coureur au top, Nasser Boigny, juste derrière Moschetti. Nasser Boigny. Certains vont dire, je vais faire du chauvinisme. Moi, je pense que pour un coureur qui a connu quasiment 1 an, 8 mois sans courir, quand même, Boigny, qui a eu quand même un gros accident, la confiance aurait pu disparaître. Boigny, c'est quand même un coureur qui est capable de jouer des coudes, quoi. Ça a toujours été un coureur qu'on a parfois trouvé trop agressif, mais c'est un coureur qui joue des coudes. Ça a toujours été comme ça, Nasser Boigny. Et qui est pas mauvais dans les sprints un petit peu houleux, Nasser Boigny. Et j'avais peur qu'avec cette grosse chute, où forcément je pense qu'il a réfléchi un moment à son avenir dans le cyclisme, où il a dû réfléchir à énormément de choses, qu'il ne prenne plus de risques sur les sprints. Et un sprinter qui n'est plus capable de prendre des risques, ça peut devenir un sprinter dangereux déjà dans les pelotons, parce qu'il va avoir toujours un temps de retard et avec la peur il va faire des erreurs, mais surtout ça devient un sprinter qui ne gagne plus ou qui n'a plus de résultats. Je trouve que 11 mois après avoir eu son accident, réussir à faire top 6, c'est déjà pas mal. Pour Nasser Boigny, l'équipe Arkea était plutôt bien à 5 km de l'arrivée, puis à un moment ça se désagrège. Il y a un rond-point où c'est un peu plus compliqué de passer, et là à ce moment-là il y a une sorte de désorganisation du côté de cette formation, et ce qui fait que Nasser Boigny a dû se débrouiller un peu seul, mais il était plutôt très très bien placé, Nasser Boigny.
C'est vrai que quand il lance son sprint, Nasser Bonny, je crois qu'il a pris la route de Klein. Même à un moment, il était dans la route de Klein. À un moment, je crois que Gaviria lui passe devant. Et je sais pas si c'est peut-être pas Casper Van Duden aussi qui lui passe devant sur le sprint. Mais à un moment, avant le virage des 300 mètres, il était dans la roue des Tudors. C'était vraiment bien. Et Nasser Bonny, quand il déclenche son sprint, tu sens que ça manque de puissance. Énorme et Moschetti lui passe devant. Mais je pense que voilà, il faut encore un mois, peut-être un mois et demi pour qu'il récupère vraiment sa vélocité. Il faut savoir qu'il n'a pas pu s'entraîner, il ne pouvait pas faire grand-chose avec son corset Nasser Bonny. Donc forcément, il a perdu de la masse musculaire. Ça a demandé un temps pour retrouver cette masse musculaire. Ça va demander un temps également pour retrouver les automatismes. Et je pense qu'il a retrouvé les automatismes maintenant, Nasser Bonny. Donc c'est au niveau musculaire. Là, bien entendu, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais il sait très bien qu'après un gros temps d'arrêt comme ça, c'est compliqué. Et puis l'objectif, ça serait d'aller jouer des victoires en deuxième partie de saison. Je pense pour Nasser Bonny, je ne connais pas son programme même à Nasser Bonny, enfin je m'en souviens plus. Chez les Pays de la Loire ce week-end et puis la route Tourangelle la semaine prochaine. Pour Nasser Bonny, de courses qu'on devrait suivre sur la chaîne Cholet Pays de la Loire, les deux classiques nantaises, enfin les deux classiques des Pays de la Loire. Et puis je rappelle que début avril, il y a le Tour des Pays de la Loire, c'est début avril je crois, désormais, donc qui remplace le Tour de la Sarthe comme course voilà, de cette première partie de saison qui convient toujours bien aux sprinters également. Est-ce qu'il il sera de la partie peut-être? Parce que je pense qu'on va plutôt le laisser courir en France pour qu'il prenne de la confiance sur des gros sprints. Et puis pourquoi pas aller chercher une belle victoire sur la route Tourangelle notamment. Je crois que l'année dernière, il avait gagné la route Tourangelle, je crois me rappeler. Nasser... En 2000, oui, il l'avait gagné. Voilà, j'ai des bons souvenirs. Il avait fini deuxième de Milan-Turin, il avait gagné la roue Tourangelle. Là, peut-être qu'il arrivera à être aussi performant sur cette roue Tourangelle, parce que le jour de son accident, c'est le 11 avril. Donc on est le 15 mars, voilà, hein, ça fait 11 mois, donc il ne faut pas non plus encore s'attendre à des merveilles en termes de performance. Là, je trouve que c'est déjà pas mal. Je termine avec Gaviria. Ça va devenir le pool leader du sprint. Gaviria, le nombre de deuxième places depuis le début de saison qu'il a eu. Gaviria, bon là face à De Klein, il peut pas faire grand chose parce que même si De Klein, on peut dire tassote un petit peu, je pense quand même que Gaviria était un peu en dessous de Klein sur ce sprint. Et puis est-ce qu'il aurait pu passer en plus dans le trou de souris? Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de place à cet endroit-là de la route. En plus, il y avait les barrières. Mais vraiment, Gaviria, c'était peut-être un peu trop compliqué pour ce sprint aujourd'hui pour passer. Il lui manquait peut-être une grosse formation autour de lui, hein. C'est encore le problème de Gaviria. Certes, l'équipe Movistar est moins mauvaise qu'avant, mais c'est quand même pas une équipe qui a la tradition de lancer des sprints. Alors ça, vous avez Johan Jacobs, mais bon, vous avez Lascano qui est capable de travailler aussi, mais ça reste une équipe qui n'est pas habituée au sprint. C'est encore une équipe qui doit travailler là-dessus, qui doit travailler sur sa capacité à emmener les sprints du côté de la Movistar. Et là, c'est vrai que Gaviria, il était un peu trop seul. Dans le final, il a dû faire des efforts à un moment pour remonter. 1,5 km, 2 km, à un moment je le vois dans le final remonter assez fortement. Après énorme, à un moment on le voit remonter. Lui, il remonte aussi à un autre moment dans le peloton du côté de Gaviria. Et je trouve que voilà, il faut encore se régler du côté de la Movistar, mais faire deuxième en ayant une équipe, on va dire, qui ne soit pas exceptionnelle, c'est quand même vraiment bien. Encore une fois, de la part de Gaviria, c'est un coureur voilà, qui fait un très bon début de saison. C'est vrai que quand on compare ces 2 dernières années chez UAE Team Emirates, c'est presque le jour et la nuit quand même pour Gaviria, donc c'est vraiment bien. Et puis c'est très satisfaisant pour Movistar, parce que depuis le début de saison, Gaviria, il accumule les points. Et c'est important pour Movistar, parce que l'année dernière, à la même période de l'année, Movistar, ils avaient dû marquer 200 points. Enfin, je vais être méchant, mais ils avaient vraiment marqué que dalle en début de saison, avant le Giro Movistar. Et là, au moins, Gaviria, il me prend des points. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on l'a recruté du côté de la Movistar. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Cavendish. De toute façon, je me suis dit, quand j'ai vu le final avec les ronds-points, je me suis dit,
Ça, c'est pas pour Cavendish. Autant j'avais pas trop regardé le parcours pour tout vous dire de ce Milan-Turin. L'année dernière, on avait eu la possibilité de faire la présentation de ces courses-là. Cette année, voilà, j'ai eu d'autres choses à faire, donc c'était un petit peu plus compliqué. Du côté de Cavendish, de toute façon, on sait maintenant que dès qu'il y a un sprint un peu technique, il y va plus. Ça peut se comprendre. Cavendish, encore une fois, il s'est pris des grosses gamelles dans sa carrière. Mais c'est vrai que pour Astana, c'est pas forcément la bonne satisfaction parce que c'est une équipe qui est en manque de points, Astana, depuis le début de saison. Et Cavendish, il fait 33e, c'est-à-dire derrière Syriza et derrière Fedorov. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, si tu le sens pas, ne viens pas sur cette course-là. Dis à ton manager, à Vinokourov, j'aime pas ce type de sprint, maintenant je suis plus à l'aise sur ce type de sprint, mets-moi plutôt sur une autre course que sur cette épreuve de Milan-Turin. Je sais pas, mets-moi un Nocure Corseux, parce qu'à une époque Cavendish passait plutôt bien les pavés. Alors c'était pas un énorme champion sur les pavés, mais il était capable de s'en sortir sur ce type de course. Cavendish, on sait que maintenant il prend plus de risques sur les arrivées pour sprint. Quand c'est des belles lignes droites, quand il y a des beaux virages, il y va. Notamment sa victoire l'année dernière sur le Tour d'Italie. En Hongrie, c'est une belle ligne droite. Il n'y a pas de difficulté dans les 10 derniers kilomètres. Là, il a la confiance, il y va sur ce type de sprint-là. Mais dès que c'est un peu technique, il n'y va plus. Et c'est le cas depuis l'année dernière. Je pense aussi parce qu'il veut pas tout perdre. Il sait que il vit presque une deuxième carrière, un second souffle. Aujourd'hui, Cavendish. Je pense qu'il n'y a plus l'envie de prendre de risques. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir fait le travail pour Chesbol? Pourquoi ne pas avoir fait le travail pour Syriza, qui fait un bon travail, je trouve, en plus Syriza de protecteur de Cavendish. Si tu le sens pas sur un sprint comme ça, tu dis à tes équipiers, même si tu es sur la course, aujourd'hui c'est pas pour moi, aujourd'hui tu dis ça sera pour le poisson pilote. Voilà, et puis ça change un petit peu la donne, surtout que Chesbol est capable de faire des très bons sprints aussi. Surtout que là, l'adversité, c'était pas non plus l'adversité qu'on avait sur Paris-Nice. Donc ça aurait pu le faire, mais c'est sûr que Cavendish, maintenant sur ce type d'arrivée, tu sais très bien qu'il joue plus la gagne. Et c'est un peu le problème, et je pense que c'est un peu pour ça que Patrick Lefebvre l'a pas conservé, déjà parce que je pense que Cavendish demandait un bon salaire, mais c'est aussi pour ce problème-là. Merlier, sur les sprints techniques, il y va. De l'autre côté, Cavendish, il y va plus. Voilà, mais en même temps, Merlier, il a pris beaucoup moins de grosses gamelles que Cavendish dans sa carrière. Cavendish, il en a pris des belles quand même. Quand il est face à Sagan, quand le départ en Grande-Bretagne du Tour de France, dans le Yorkshire, il se prend 2 énormes chutes. Donc voilà, je pense que aussi ça lui fait réfléchir aujourd'hui aux coureurs britanniques. On poursuit avec Malucelli. C'est un peu dommage pour Malucelli, pour son équipe Bingol. C'est un bon sprinter, Malucelli, mais ça fait quand même 2 fois qu'il tombe dans les 5-6 derniers kilomètres d'une épreuve. La première fois, c'était sur le Tour d'Arabie Saoudite. Là, c'est de nouveau le cas, et ça fait 2 fois qu'il tombe, alors qu'il est plutôt dans le train de ses coureurs, qu'il est plutôt dans une situation où il n'a pas besoin de prendre de risques. Et là, il touche encore une roue, comme il l'avait fait sur le Tour d'Arabie Saoudite. Donc c'est un petit peu dommageable, parce que normalement, quand tu es bien entouré, tu ne dois pas tomber. Un sprinter, quand il est très bien entouré, à part si ça chute devant lui, et qu'il ne peut rien faire, normalement, il ne doit pas tomber. Et là, c'est parce qu'il veut prendre un peu trop de risques dans le virage, parce qu'il fait une erreur. C'est un petit peu dommageable quand même pour un sprinter. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça triste pour le coureur italien. Puis surtout que c'était un sprint où il pouvait faire, je pense, vraiment un top 5, au moins un top 10. Aujourd'hui, ça pouvait être vraiment un bon résultat. Et puis en plus, c'est dommage parce que Tizza non plus fait pas le sprint. Il finit 107e. Alors que Tizza, c'est aussi un coureur qui est capable de faire des bons résultats. Et ce qui fait que pour la Bingol, d'un potentiel bon résultat, on passe à un résultat qui est mauvais. Vu qu'ils prennent seulement 3 points UCI sur la journée, c'est pas très rentable pour la Bingol. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, je pense que Malucelli a les qualités, mais il prend parfois peut-être un peu trop de risques, ou parfois il a peut-être un peu peur, un peu trop sur les freins, je ne sais pas. Mais là, ça fait quand même 2 fois
dans des situations assez similaires où il tombe alors qu'il est plutôt bien emmené par son équipe, bien emmené par son train. Alors là, c'était un peu plus technique que du côté du Tour d'Arabie Saoudite parce que l'arrivée où il tombe est complètement en ligne droite. Mais ça fait 2 fois qu'il touche la roue d'un autre coureur. En Arabie Saoudite, c'était un équipier. Là, j'ai pas vu si c'était un équipier. Je m'en souviens plus. J'ai vu la course il y a 2h30 et 18h45. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens plus. Mais presque 3 heures même plutôt. Donc c'est peut-être de trop grosse prise de risque ou un manque de maîtrise de son vélo. Mais c'est un truc sur lequel il devra travailler parce que forcément ça te fait perdre des sprints alors que tu devrais être beaucoup plus performant, beaucoup plus haut du côté des sprints. Et puis on termine avec Guilherme. Bah là encore, pas bon Guilherme, j'en avais parlé lors de Tirreno Adriatico, aujourd'hui 18e. Alors vous allez me dire, oui, c'est un sprint sur le plat, c'est pas forcément là où il est le meilleur, Guilherme. Oui, mais de là à finir 18e, normalement il aurait dû finir au moins bien au niveau de Nasser Boigny, Jordi Merouz, quoi, 6-7. Normalement il aurait dû finir. Par exemple, un Dylan Groenewegen qui je crois est embêté par la chute de Malucelli, il finit quand même 10e. Je pense que Guilherme était capable de prendre la 10e place aujourd'hui. J'ai l'impression que chez Intermarché on est en difficulté depuis 2-3 semaines. C'est-à-dire Intermarché a fait un gros début de saison. Vous étiez vraiment très très bon, on l'a tous dit, avec Rui Costa, avec Hugo Page en Australie. Vraiment très gros début de saison. J'ai l'impression depuis l'UAE Tour, on va dire en termes de date, ils s'en sortent plus du côté d'Intermarché qui a eu une baisse grosso modo très forte de niveau. Alors est-ce qu'on a tout fait pour être visible en début de saison et qu'on le paye désormais? C'est-à-dire qu'on a fait une très grosse préparation d'intersaison et que là on arrive déjà à être un petit peu fatigué à ce moment-là de l'année? Ou est-ce que c'est une erreur de préparation? Est-ce que c'est juste des circonstances qui font que là en ce moment c'est pas bon? C'est vrai que Guilherme, j'ai l'impression, il perd son train à un moment. Et surtout son train légèrement se désorganise. J'ai l'impression du côté d'Intermarché. Toujours ce phénomène chez Intermarché d'avoir un train un peu trop tôt à l'avant de la course. Mais quand même, je trouve que 18e, c'est pas suffisant. Du côté de Guilherme, tu vois, il finit juste devant Jente Biermans. Jente Biermans, il lance le sprint pour Nasser Boigny. Donc normalement, il aurait dû être beaucoup mieux placé, Guilherme. C'est pas très rassurant avant Milan-San Remo, parce que Milan-San Remo, certes, c'est des qualités physiques, mais c'est surtout du placement. Milan-San Remo, c'est une guerre de placement, vraiment, cette course. Pour le moment, sur Tirreno, là encore, ça se passe pas très bien pour Guilherme. Peut-être qu'il n'a pas confiance envers certains de ses coureurs. C'est vrai que là, il n'y avait pas Mike Tennyson, je crois qu'il était prévu au départ de cette course. Je crois me rappeler, je crois avoir entendu. Oui, donc c'est peut-être ça qui lui a manqué à Guilherme. Mais j'ai l'impression que depuis le début de saison, c'est pas fantastique pour Guilherme sur les sprints. Donc il va falloir. C'était très bon en janvier à Palma de Majorque, mais voilà, depuis février, mars, ça n'a pas été fou pour Guilherme. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que quand on regarde ses derniers résultats aux coureurs érythréens, sur Tirreno Adriatico, il prend une 3e place à Foligno, 4e à Follonica. Mais il y avait quand même de meilleurs sprinters sur Paris-Nice que sur Tirreno Adriatico. Et sur le sprint de San Benedetto d'Al Tronto, il finit que 14e. Abandon avec Gueglia. Abandon également autour de la communauté de Valence, malgré une victoire sur la première étape. 2e à Palma de Majorque derrière Ethan Vermont. 3e à Alcudia. Bon, c'est... Tu vois, pour Milan-San Remo, je suis moins confiant qu'en tout début de saison. Tu vois, si tu m'avais dit, allez, le 30 janvier, sors les favoris pour Milan-San Remo, je te l'aurais mis parmi les gros outsiders. Guilherme, là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je le mette parmi les coureurs à suivre lors de ma présentation de la course, qui sera à suivre vendredi. Elle sera en ligne vendredi dans la soirée, vous en avez l'habitude. On a fait le tour de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Il y a eu une vidéo sur Neucure Corseux, une vidéo sur le Grand Prix de Denain, pas mal de courses en ce moment dans le calendrier, donc n'hésitez pas à voir tout ça, à regarder également les différentes playlists. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao!